What are you? I mean, what do you do? Un ours et une souris, ça va pas, enfin c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas convenable, ça se fait pas? Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours c'est comme ça, voilà. Mais comment tu fais pour être aussi con, bordel? Je me vois mal parler de mon âme avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis critique à Objectif 32, Critique de quoi? du cinéma. Ah bon? Et votre objectif, c'est d'avoir 32 lecteurs? Espèce de hippie de merde! À qui la faute, monsieur le commissaire? Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite. Et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Écoutez tous, ou bien vous arrêtez vos micmacs, ou bien je sors les dossiers tout de suite. L'Infini Détail, le podcast, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aujourd'hui à Carne et Seul contre tous, deux films fondateurs de Gaspard Noé dans lesquels on va se plonger avec ma collègue et amie Mathilde Lemaire. Salut Mathilde. Salut Guillaume. Alors on l'a pas fait exprès, mais on enregistre le 17 février, or c'est l'anniversaire de Seul contre tous qui débarquait dans les salles françaises à la même date, en 1999, il y a déjà 22 ans. On a eu envie d'aborder ces films-là ensemble parce qu'on a un rapport hyper différent, toi et moi, au cinéma de Noé. Moi j'ai commencé à en voir la sortie de Irréversible en 2002, donc à une époque où j'étais beaucoup trop jeune pour ça, alors que toi de ton côté, ton premier Noé, tu l'as vu en 2018, c'était Climax. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que tu n'as vu aucun autre Noé avant de découvrir du coup son début de carrière avec Carne et Seul contre tous. C'est très juste, j'ai découvert Noé avec Climax, donc j'ai un peu honte. Il n'y a pas d'âge pour les choses saines. En 2018, au cinéma, et moi j'ai adoré Climax. Voilà, pareil, c'est un très très beau souvenir de cinéma. Mais du coup, contrairement à moi, tu n'as pas de souvenir d'un choc passé que tu aurais eu dans l'adolescence ou la préadolescence. Tu les découvres intégralement aujourd'hui. Et en 2021, avec ton regard d'adulte, on va commencer par l'essentiel. Ça parle de quoi, Carne et Seul contre tous? Je te pique ton job, pour une fois je pitch rapidement. Oui, complètement, je me déleste de la tâche du pitch. Alors on les pitch tous les deux, hein, les deux oui, films on pitch, s'ils ne forment qu'un seul film, on va les pitcher d'un coup. Alors, Carne et Seul contre tous, c'est l'histoire d'un boucher chevalin que sa femme délaisse très rapidement, au début de film, et qui se retrouve à élever seule en banlieue parisienne sa fille qu'on devine un peu autiste ou muette. Un jour, la croyant victime de viol alors qu'un voisin l'a simplement surprise en train de flirter, si l'on peut dire, avec un ouvrier maghrébin, le boucher commet l'irréparable, il s'en prend violemment par erreur à un autre ouvrier, crime pour lequel il est condamné à une lourde peine de prison. Contraint de placer sa fille dans un institut spécialisé et de vendre maison et boutique, il en sort complètement fauché et décide donc de quitter Paris pour emménager à Lille, chez la mère de sa patronne qu'il a bien malgré lui engrossée. Mais cette vie ne lui convient pas, et sans un sou en poche, le boucher rentre à Paris. Ben merci, je te laisserai le pitch plus souvent, c'était parfait. Je vais m'en délester à chaque fois. Petite information avant d'attaquer le vif du sujet, c'est un film donc, qui a été produit par les cinémas de la zone, c'est une boîte qu'a fondé Gaspard Noé pour s'autoproduire. Carne a été un gros succès à sa sortie à l'époque, en 1991. Alors précision, c'est pas un court-métrage, c'est ce qu'on appelle un moyen-métrage. C'est un format un peu bâtard entre le court et le long, dont la durée peut aller de 30 à 60 minutes. Et c'est vraiment, à mes yeux, l'acte de naissance de Gaspard Noé en tant que cinéaste, bien plus que les courts-métrages Tintarella di Luna et Pulpa Mer qu'il a réalisés auparavant. Donc Seul contre tous, comme tu l'as résumé, c'est la suite directe du moyen-métrage Carne. Donc c'était 40 minutes, dont l'essentiel est en fait résumé en 3 ou 4 minutes au début de Seul contre tous. Alors les prémices du film sont très intéressantes, même si on a déjà vu Carne, parce qu'il marque déjà en fait entre ces deux histoires une évolution dans la mise en scène de Gaspard Noé. En commençant Seul contre tous, on se dit qu'il aurait été très très facile de résumer Carne avec de simples cartons explicatifs sur fond noir. Or Gaspard Noé va résumer Carne avec la voix off de Philippe Naon et des images fixes, ce qui nous renvoie en fait à une forme de cinéma qui n'en est entre guillemets pas vraiment une, le roman photo. Le chef-d'œuvre le plus connu du roman photo, on peut dire, je pense et affirmer que c'est La Jetée de Chris Marker. Donc Gaspard Noé revient à cette grammaire visuelle-là, et en plus de ça, il cite un film qu'il a ouvertement cité dans plein d'interviews, qui est Angst, alias Schizophrénia, film autrichien de Gerald Kargl, auquel il avoue avoir vraiment piqué cette idée d'introduction avec voix off et images fixes. Donc c'est un grand film malade sur lequel on fera certainement un podcast un de ces jours, mais entre ce parti pris de mise en scène et la voix de Philippe Naon qui est présente d'entrée de jeu,
Ça crée une proximité immédiate avec le personnage, avec son passé. La grande question, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux films, Mathilde? Quel goût ça a, Carne et Seul contre tous, pour une spectatrice en 2021? Je précise que tu les as vus d'une traite. Oui, tout à fait. J'ai vu Carne comme une sorte de prologue. J'ai d'ailleurs presque un peu de mal à les distinguer. Pour répondre à ta question, j'ai trouvé ça plutôt bon. J'ai été surprise en fait, parce que je m'attendais à voir un film beaucoup plus violent. Ou plutôt parce que c'est effectivement indéniablement un film violent, Seul contre tous. Je m'attendais à voir un film exutoire, à la coréenne, un peu à la J'ai rencontré le diable, tu sais. Donc un truc très très gore. Oui, et puis un film de vengeance un peu. Et en fait, non, pas du tout. Seul contre tous, c'est un pur concentré de malaise et de frustration, celle du protagoniste, le boucher, qu'on sent progressivement submergé par la haine, la rancœur, et qu'on sait animé par un projet de vengeance globale. Il a envie de buter tout le monde, en gros, mais qui ne passe finalement presque jamais à l'acte. Et d'ailleurs, quand à de rares occasions il passe à l'acte, il semble le regretter presque instantanément, ou du moins il n'en tire aucune satisfaction particulière, comme lorsqu'il tabasse sa femme enceinte, qui est une horrible mégère, mais il la tabasse bien, pour la faire avorter, dit-il. Et ça ne l'émeut pas outre mesure, certes, mais il ne jubile pas non plus, et le spectateur non plus, de toute évidence. Et ces sentiments de malaise et de frustration, qui pour moi dominent pendant tout le film, sont renforcés par des éléments de mise en scène, par le cadre, par la photo. Les rues sont vides, à Paris comme à Lille d'ailleurs, elles se ressemblent. Les intérieurs sont exigus, tout est serré, les personnages sont serrés à table dans leur petite cuisine, serrés au lit dans leur petite chambre. Même la mini-jupe de sa fille est trop serrée. Et puis tout est vieillot, tout est laid, désespérément laid. Il n'y a donc rien dans cet univers, celui du protagoniste, qui puisse lui donner, ainsi qu'au spectateur, un sentiment de liberté en fait, qui puisse lui offrir la moindre échappatoire, la moindre distraction. Même les 2 ou 3 programmes télé qui semblent passer en boucle sont ultra oppressants. Je crois que c'est une émission politique et puis une série sur un catcheur masqué, c'est ça? Oui, alors si je dis pas de bêtises, c'est Santo, c'était la star de ce sous-genre qui est le film de catch mexicain. Et peut-être que c'est, je dis bien peut-être, un souvenir d'enfance de Gaspard Noé qui, on le rappelle, a grandi en Argentine et qui est resté de 0 à 12 ans avant d'arriver en France. Ouais. Et donc, ce boucher, il vit dans un monde d'une laideur absolue, moi je trouve, un monde de désespoir, un mouroir. D'ailleurs, on ne s'étonne pas de le voir bosser quelque temps dans un hospice quand il est à Lille. Et finalement, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on ne sait pas trop s'il est le produit de cet environnement ou si c'est cet environnement qui est le produit, pas vraiment de son imagination, mais plutôt de sa vision déformée et très noire du monde. Très nihiliste, voilà, une projection de son mal-être en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis entièrement d'accord, à tel point que cette vision vraiment déshumanisée du décor urbain, ça m'a quelque part rappelé un autre film qui est Bad Lieutenant d'Abel Ferrara. Alors ça me l'a rappelé pour une raison très précise, c'est que le personnage de Bad Lieutenant joué par Harvey Keitel n'a pas de patronyme, en fait il n'a pas de nom. Et je me suis aperçu pour la première fois en revoyant Carne et Seul contre tous avec toi que le boucher s'appelle le boucher. Il n'a pas de prénom, lui non plus. Donc c'est un film qui est déjà à la première personne, qui est complètement assujetti au point de vue de son protagoniste. Et le fait que ce héros n'ait pas de nom, comme avec Keitel dans Bad Lieutenant, c'est en fait à rapprocher de la carrière aux États-Unis du moyen-métrage Carne, pays où Gaspard Noé a été représenté par le même agent qu'Abel Ferrara, réalisateur de Bad Lieutenant. Et au-delà d'anecdotes, j'ai retrouvé une interview de Gaspard Noé qui parlait de Carne en ces termes. Il y a des ambiances que l'on voit dans la vie et que l'on retrouve rarement au cinéma. Ces ambiances, elles ne sont pas traitées, mais elles existent. Quand tu vas dans une banlieue, un café à Malakoff, une boucherie à Gennevilliers, tu ressens une certaine misère, une misère psychologique. C'est humain et il faut le montrer. Quand c'est montré dans le cinéma français, c'est sur le ton de la comédie graveleuse ou du romantisme bourgeois, sur fond de décrépitude. Moi, c'est ce cinéma-là que je trouve choquant. Il y a un mépris sous-jacent pour les gens derrière tout ça. Scorsese, lui, quand il filme des paumés, il les rend humains. De Niro dans Taxi Driver, vu de l'extérieur, il est nul, mais vu de l'intérieur, son comportement s'explique complètement. Ses actes s'enchaînent avec une parfaite simplicité, sans esbrouf, sans ostentation, de façon neutre. Alors, fin de citation, Carne et Seul contre tous, ce sont 2 films donc à la première personne, c'est quelque chose qu'on va souvent rappeler, qui est essentiel, qui sont donc très subjectifs et qui surtout ne s'excusent jamais d'embrasser un point de vue très dérangeant. Et en fait, Seul contre tous, en le revoyant, peut-être plus aujourd'hui encore qu'à l'époque, c'est un de ces films français qui a le mieux exacerbé et saisi le ressentiment que tu peux avoir quand tu es au bas de l'échelle sociale.
Et malgré cette charge terrible, je trouve, je sais pas si tu seras d'accord avec moi Mathilde, que c'est un film assez, voire très émouvant en fait, Seul contre tous. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est très touchant. Il y a une scène en particulier que je trouve intéressante de ce point de vue. Le boucher vient de rentrer à Paris, il est heureux, c'est ce qu'il nous dit, de retrouver sa banlieue, son quartier, mais il est sans le sou et il décide donc de rendre visite à ses vieux amis dans l'espoir de leur soutirer quelques billets. Ce qui est amusant d'ailleurs, puisqu'il nous explique un peu plus tôt, si je ne dis pas de bêtises, que l'amour et l'amitié, ça n'existe pas. C'est que c'est du petit commerce. Voilà, et que toutes les relations humaines sont guidées par la recherche du profit. Et il espère malgré tout que ses vieux amis seront sensibles à sa démarche. Donc je trouve ça assez cocasse comme point de vue. Bref, il leur rend visite et s'enchaîne donc quelques portraits de vieux, de pauvres vieux qui lui ressemblent en fait. Et l'un d'entre eux est particulièrement touchant, c'est celui qui est assis sur son lit dans sa petite maison et qui explique au boucher qu'il est lui aussi sans le sou, qu'il survit grâce aux aides de l'État, que c'est très dur, que sa vie est un combat de tous les jours, mais qu'il aura toujours un bout de pain à offrir à son ami. Il le répète 2 ou 3 fois d'une manière très douce, j'ai trouvé ça émouvant. Et ce qui rend la scène encore plus intéressante finalement, c'est la réaction du boucher, qu'on sent gêné, presque ému, hein, on a envie de croire qu'il est ému. Il se frotte nerveusement les mains. Et c'est génial parce que pendant quelques minutes, ses ardeurs se calment, ses pulsions meurtrières se calment. Son monologue s'interrompt pour laisser parler un autre personnage. Et il apparaît là, presque vulnérable. Et pour moi, c'est comme un château de cartes en fait, qui s'effondre. Parce que sa réaction dans cette scène au boucher, elle me paraît plus honnête que tout son discours et son projet de vengeance. À vrai dire, cette scène-là que tu décris, c'est exactement ce à quoi je songeais quand je disais que le film m'a ému en le revoyant. Parce que, donc, en dépit de ce désespoir qui suinte de Tout seul contre tous, la fragilité inattendue de ce personnage secondaire, par contraste avec le boucher, elle est désarmante et au très très beau sens du terme. Ce pays n'est pas le pays du fromage. Ce pays est comme un fromage. Un gros camembert qui pue, avec plein d'asticots grouillants à l'intérieur. Des petits asticots blancs bien collabos. Heureusement pour le reste de la planète, ce fromage n'est pas très grand. Et ces asticots aussi méchants que trouillards n'en sortent pas, car ils savent qu'ils seraient vite écrasés. Le seul truc qui s'échappe un peu de ce fromage, c'est cette puanteur rance que les asticots appellent culture, et qui pue la mort. Malheureusement pour moi, je suis né dans ce fromage, et je vais certainement mourir dedans. Une chose importante à noter, c'est la présence de la compagne de Gaspard Noé, Lucille Adia-Lilovic, au poste de monteuse sur Carne et sur Seul contre tous. Bon, après, j'ignore s'ils sont encore ensemble aujourd'hui, mais bon, l'information a un peu d'intérêt. Cela ne nous regarde pas, Guillaume. Cette vanne marchera jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est étonnant quand même de comparer le diptyque Carne, Seul contre tous à Innocence, le premier long métrage de la cinéaste qui est sorti en 2005 et qui est centré sur un mystérieux pensionnat pour fillettes perdu en pleine forêt. Alors c'est un film d'une douceur absolue comparé à Carne et Seul contre tous où elle était seulement monteuse, mais on sent dans les 3 films un rythme qui n'a pas du tout peur de dilater le temps, que ce soit le long d'une scène ou même le long d'un plan. J'y trouve vraiment dans tous les cas une vraie recherche de caractérisation et d'atmosphère qui se ressent à fond dès Carne et Seul contre tous. Ça se ressent d'autant plus que la mise en scène de Noé est, dans Carne et Seul contre tous, majoritairement composée de plans fixes. C'est une logique de mise en scène qu'il va complètement abandonner sur Irréversible, avec ses interminables mouvements de caméra en plan séquence, projet sur lequel Gaspard Noé a d'ailleurs lui-même assuré le montage où ce n'est plus Lucille Adia-Lilovic qui se charge de cette étape. Mais pour revenir à Seul contre tous, il pose une question qui me semble vraiment traverser tout le film du premier au dernier plan. Jusqu'où peut aller notre empathie pour un pauvre type ? Toute proportion gardée, ça m'a rappelé un peu Walter White dans Breaking Bad que j'ai découvert très 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 récemment. Voilà. Très beaucoup tardivement. de retard. Mais tu l'as vu, c'est l'important. Oui, c'est une comparaison super intéressante. Et puis tu sais que j'adore Breaking Bad. Mais je dirais qu'à la différence de Walter White, qui s'engouffre immédiatement dans la brèche, enfin, c'est la série, c'est l'objet de la série, qui gravit 2 par 2 les échelons de la pègre, si l'on peut dire. Le boucher de Seul contre tous, lui, il ne fait que parler. Pour moi, il n'a pas réellement d'ambition criminelle. Son flingue, il n'en fait rien, c'est un peu de l'esbrouf. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un peu un château de cartes qu'il se construit. Je trouve que sa conception du monde, elle est assez fragile finalement.
Ah bah absolument. D'ailleurs, ce que nous dit un peu le film en substance, c'est que quand tu as peu de pognon, une petite situation, pas beaucoup d'amis, il suffit d'un faux pas pour être au fond du trou. Et vu que ton ennemi, il n'est pas en face de toi, enfin par ennemi, j'entends la France d'en haut, comme on dit, celle qui ne connaîtra jamais la mendicité, cette forme-là de mendicité au moins, tu te mets à haïr les gens autour de toi qui t'ont rien fait, et le plus souvent, les gens qui ne te ressemblent pas. Donc vas-y que les homosexuels en prennent pour leur grade, vas-y que le musulman qui rachète ta boucherie est forcément détestable, vas-y que les femmes sont toutes des salopes vu que la tienne est odieuse, et quand t'arrives au bout de ça, tu trouves même le moyen de te friter avec les types qui te ressemblent, assis au bar, et on imagine même sans un rond, ou en tout cas sans une fortune colossale. Là où le film est assez génial encore aujourd'hui, c'est que grâce à la performance de Philippe Naon, Seul contre tous, en fait, vient titiller chez public ce même ressentiment qu'il a pu avoir quand on a vécu un sale truc et qu'on a envie de cramer le monde. Il arrive à la fois à être drôle en fait par moment, notamment quand on ne rit pas du tout en fait quand il se met à taper sa copine qui est enceinte. Par contre, quand il commence à attraper sa mère par le col pour l'engueuler, je sais que nous on était absolument hilar en fait parce ouais, qu'il y a sa colère qui ressort, elle est toute petite à côté. Il arrive à jouer sur ce tableau. Et à côté de ça, il amène son film vers une scène finale que qu'on a trouvé assez sidérante. Hein. Ouais, elle est incroyable, la scène finale. Moi, je me suis demandé comment Noé avait réussi à faire produire un truc pareil. Je sais qu'il a eu peu de moyens pour faire ce film, mais il en a trouvé quand même, et voilà, quand on voit cette scène, on s'étonne. Dans cette scène finale, on s'attend à ce que le boucher fasse un carnage. Il a prévu de tuer le patron de l'abattoir qui a refusé de l'embaucher, et puis de se suicider et d'emporter avec lui dans la mort sa fille qu'il vient de récupérer, donc qui était placée, on l'a dit, dans un institut spécialisé. Et effectivement, on le voit tirer une balle dans la nuque de sa fille et la regarder pendant 1 ou 2 minutes se vider de son sang, un peu comme un animal à l'abattoir. Elle meurt un peu comme le cheval que l'on voit se faire égorger et décapiter en fait au début de Carne, en gros. Oui, c'est exactement ça. On la voit mourir comme elle a vécu, sans une parole, le regard vide comme une bête, comme un morceau de viande, parce que précisément c'est ainsi que la voit son père, qui est notre narrateur. Mais que l'on se rassure, tout ça c'est un fantasme en fait. Cette scène est un fantasme, c'est le fruit de l'imagination du boucher qui est en train de perdre sérieusement pied avant de se ressaisir et de nous offrir un véritable happy end. À la toute fin, le boucher, il est heureux parce qu'il vient de trouver une raison de vivre, et cette raison c'est baiser littéralement sa fille autiste ou muette. Il a pour projet d'entretenir une liaison sentimentale avec elle. Et moi, je trouve ça incroyable. Et morale de l'histoire, un peu, finalement, de ce film qui se veut peut-être amoral, le bonheur est dans l'assiette, quoi. On a tous un petit bout de viande à portée de main. C'est hallucinant de bout en bout, en fait, ce final, quoi. Il est extrêmement malaisant, à la fois magistral sur le plan narratif. Il affronte son sujet, mais jusqu'au bout du bout. Et tu pointais du doigt en décrivant cette scène que c'est quelque chose de terrible, tant ce qu'il imagine que ce qu'il fait ensuite. Et je trouve que ça lui donne un côté un peu nihiliste, parce que le seul échappatoire qu'il a, c'est un acte répréhensible qui ne sera désamorcé par rien en fait. Il n'y a pas de personnage extérieur qui va venir empêcher ça, le ramener dans le droit chemin, il n'y a pas de Deus Ex Machina. On est mis face à ça. Et c'est à nous, en fait, de nous débrouiller avec notre propre morale quand la caméra prend congé du père et de la fille et les laisse hors champ. Oui, c'est un peu un moindre mal, quoi. C'est-à-dire que, ok, il la tue pas, mais il la viole pas vraiment, mais enfin, est-ce qu'elle est consentante déjà qu'elle a aucune réaction, de toute façon, je pense que la question, elle est vite répondue, parce que ouais. Non mais c'est glaçant à voir, en même temps, on sait que c'est un personnage qui est plein, qui est entier, qui est au bout de sa vie et qui ne ment pas. On sait qu'il est sincère. Ouais, c'est ça qui est terrible. Il manipule. Il n'est pas manipulateur. Il a pas un mauvais fond, mais il est rendu absolument mauvais, indéfendable par ce qu'il a vécu. Et ce qui est terrible, c'est ce que tu disais il y a 2 minutes, c'est qu'on est un peu soulagé, quoi. C'est vraiment dur pour le spectateur. Très dur à vivre. Petite précision d'ailleurs avant cette scène finale. Qui est dingue, il y a un compte à rebours en fait qui apparaît à l'écran,
stipulant aux spectateurs sensibles qu'ils ont 30 secondes pour quitter la salle. Pour l'anecdote, une personne, un homme dans le public, lors du festival de Toronto où Seul contre tous était projeté, a confié à Gaspard Noé s'être évanoui pendant la projection. Alors l'histoire ne dit pas si le bonhomme a poussé la projection jusqu'à après le compte à rebours, mais ce genre de réaction, ça justifie quelque part l'emploi très ludique des cartons explicatifs. Oui, tout à fait. Et puis, alors je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui rend cette scène supportable, c'est précisément que la jeune fille n'a aucune personnalité. Enfin, quand on dit que c'est un bout de viande, on ne rigole pas. Elle n'a aucune ligne de dialogue. Ah non, elle est passive. Elle ne parle pas. Et à plusieurs reprises dans Carne ou dans Seul contre tous, on voit son père, le boucher, je crois qu'il la lave, c'est ça, il la lave. Ah, il lui donne le bain. Il l'habille, il la fait manger, il coupe la viande pour elle, enfin voilà. C'est une poupée. Mais vraiment, c'est ce qui rend la scène finale à la fois aussi sous la jante et glaçante, parce que il en faut de l'énergie pour s'occuper de quelqu'un qui ne sait pas s'occuper de lui, quoi, qui est complètement passif, et il a été abandonné, il y a personne pour le faire. Hein. Et en tout cas, je pense qu'on est quand même d'accord pour dire que Carne, comme Seul contre tous, hein, c'est quand même deux très beaux exemples, parmi d'autres, de films narrés à la première personne. Ah oui, tout à fait. Moi, ça me fait penser à un autre film qui reprend ce procédé, c'est Johnny s'en va en guerre de Dalton Trumbo, un film très très connu, que j'ai apprécié, tout comme Seul contre tous, en dépit du fait que moi je n'aime pas trop les voix off. En général, ça me rebute un peu. Ça m'a fait penser à Johnny s'en va en guerre parce que dans l'un et l'autre film, le narrateur, donc le protagoniste, c'est un type qui est complètement coincé, paralysé, de manière très littéralement en fait, dans le film de Trumbo, puisque le personnage principal est un jeune soldat américain blessé pendant la Grande Guerre et réduit à l'état de tronc, puisqu'il n'a plus de jambes, plus de bras, j'ai envie de dire plus de tête, mais c'est-à-dire je crois qu'il a plus de bouche, ou en tout cas il ne peut plus s'exprimer, et donc son seul moyen d'expression en tant que personnage, c'est la pensée, c'est cette voix off. Et de manière plus figurée dans le film de Noé, le boucher, lui, souffre de paralysie sociale puisqu'il a tout perdu, il est au pied du mur et il ne peut rien faire d'autre que fulminer. Et pour retrouver chez Noé une forme d'immersion encore plus poussée, il faudra attendre un petit bout de temps, c'est-à-dire en 2010 avec Enter the Void, vu qu'il a intégralement filmé son récit du point de vue subjectif à travers les yeux de son protagoniste, sur 2h45 complète. J'aimerais finir quand même par un extrait de la lettre de Gaspard Noé qu'il a adressée à titre posthume à Philippe Naon, qui nous a malheureusement quittés le 19 avril 2020. Je veux lire un extrait de cette lettre qui est paru le lendemain de la mort du comédien dans Libération. « L'unique fois où tu m'as dit non, c'est lorsqu'on a enregistré cette voix off qui devait dire « L'amour, l'amitié, ça n'existe pas. Tout ça, c'est du pipeau. » Toi, tu croyais très profondément à l'amitié et ça te paraissait inconcevable de prononcer ces mots-là. Je t'ai donné raison, même si je protestais que le boucher était un homme en dépression et que de toute façon, il n'était pas toi. Tu l'as enregistré quand même. Nos regards se sont croisés et j'ai compris à cet instant que ce personnage était en fait un mélange de nous deux. Qu'on se battait ensemble, parmi tous et contre tous, pour jouir au maximum de ce terrain de transgression que peut être le cinéma. On a fini fièrement ce film, puis tu en as fait beaucoup d'autres, essentiellement avec de jeunes réalisateurs qui s'identifiaient eux aussi à toi. Et lorsque j'ai pu faire ma première production commerciale, Irréversible, j'ai tenu à ce que le film s'ouvre avec toi, et avec des plans plus proches que pour tous les autres personnages de l'histoire. On est restés soudés toutes ces années, tels deux frères ou un neveu et son oncle préféré. Todd Browning avait rencontré son Lon Chaney, Scorsese son De Niro, et moi, loin de ces géants, je t'avais quand même rencontré toi, et je n'aurais jamais pu souhaiter mieux. C'est une très belle lettre, et moi je précise que j'aime beaucoup Philippe Naon, que j'ai découvert tardivement, justement, je l'ai découvert dans Haute Tension de Alexandre Aja, et puis ensuite dans Calvaire de Fabrice Duvels, voilà, où il est assez impressionnant. Mais c'est dire à quel point il acceptait des projets tarés quand même, parce que... Avec de jeunes réalisateurs, comme le dit Noé dans la lettre que tu as lue. Oui, absolument. Un dernier mot, du coup, non pas sur Seul contre tous, mais sur le film donc suivant de Gaspard Noé, Irréversible, le plus gros scandale du Festival de Cannes en 2002, où il était présenté en compétition. Au début du film, on voit donc Philippe Naon reprendre, sans le citer explicitement, il me semble, son rôle de boucher. Et on le voit raconter à un type qu'il a fait de la prison pour abus sexuels. Le film
aurait pu exister sans ce dialogue, mais ça crée un pont très net en fait entre ces deux œuvres qui mettent en scène deux drames urbains bien glauques. Le lien est d'autant plus intéressant que Irréversible appartient au sous-genre du rape and revenge, ou viol et vengeance en bon français, mais qu'il l'a réinventé en inversant sa narration et donc en inversant aussi l'aspect cathartique de la revanche. Or, de son côté, le moyen-métrage Carne, qui, rappelons-le, raconte comment le boucher, croyant que sa fille a été violée, va se venger à tort sur un ouvrier, c'est quelque part un rape and revenge détourné, vu que le viol n'a pas eu lieu, mais que la vengeance, comme dans Irréversible, va frapper la mauvaise personne. Alors, quoi qu'il en soit, le boucher de Seul contre tous s'était déjà fait une place dans l'inconscient collectif français, puisque le film passe sur un vieil écran de télé lors d'une scène de prostitution dans un autre film qui a fait scandale, qui représente la France, sa banlieue et ses citoyens paumés de manière très franche, à savoir Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinity, sorti lui en 2000. Je crois qu'on a fait le tour de la question de ce beau diptyque malade. Merci beaucoup d'avoir vu ces deux films absolument pas dépressifs pendant cette période absolument pas déprimante. Merci beaucoup. L'Infini Détail, c'est également un site web, infinidétail.com, où vous retrouverez de nombreux articles et interviews. On existe aussi sous forme de magazine papier. On a sorti un numéro pour l'instant, il en reste quelques exemplaires à la librairie Ombre Blanche Cinéma à Toulouse, qu'on salue très chaleureusement. Et enfin, si vous aimez notre travail et si vous voulez nous soutenir, on a ouvert un compte sur Tipeee qui peut se trouver hyper facilement. C'est Tipeee, tip3e.com/infinidétail, tout attaché. Vous pouvez nous faire un don à partir de seulement 1 € par mois et le moindre geste nous aidera à continuer cette belle aventure, enregistrer des podcasts aux 4 coins du monde, peut-être pas, mais de la France déjà, du territoire français. Oui, on précise que on est dans le Nord en ce moment. Voilà, on enregistre à Arras, alors je viens de Toulouse pour le plaisir de parler de Gaspard Noé. Et donc continuer tout ça tout en restant indépendant. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt.